Bonjour tout le monde, Euh, Bonjour, Monsieur Moran. ça va? Ça va et vous? Ouais, très bien, très bien. Et vous? Alhamdoulilah, alhamdoulilah, ça va. Ça se passe bien encore en ce moment? Oui, pour l'instant, alhamdoulilah. Donc, Très bien. Tant qu'on n'est pas malade, c'est le principal, c'est ça? exactement, exactement. Dans ces moments-là, ça fait des ravages graves. C'est clair, c'est clair, c'est clair. Ah ouais, on a tous de la famille, etc., qui est un peu touchée, quoi. C'est compliqué en ce moment. Tout à fait, tout à fait. Ce qui est le cas C'est- pour moi, de toute façon. Ah oui, en plus, ok. Ouais, Ouais, écoute, j'espère que ça va s'arranger. Je suis pas confiant, mais il faut espérer. ouais, ouais. En fait, ce qu'on a, j'ai dit que demande Dieu à Dieu que va garder l'Algérie en toute sécurité, ça va sortir de la crise, Inch'Allah. Exactement. De toute façon, ouais, on n'a pas le choix, hein. Ouais. Si tu veux, Mohan, on attend un petit peu 10 minutes, 5 minutes, histoire que tout le monde va se connecter pour commencer, comme on a fait la dernière fois. Ok, on va faire ça, pas de souci. Donc là, il y a tous les gens également des ex de Intic, c'est ça? Oui, en effet, il y a les gens qui sont des ex-scientifiques et des gens scientifiques. Voilà, le sujet il est très intéressant, je pense, pour tous ceux qui travaillent dans le domaine des télécoms et même hors des télécoms pour venir découvrir c'est quoi le sujet. Mais voilà, à un moment, après les inscriptions, on a beaucoup de gens qui sont hors d'institut. D'accord, c'est bien, c'est bien.
je pense qu'on va commencer. Allô? Ils ont l'heure et l'outil sur lequel on doit faire la présentation. Donc voilà, tu m'entends comme ça, Mohamed? Je t'entends très bien. Ok, parfait. Donc voilà, je commence comme la dernière fois une petite présentation de ce qu'on fait et pour présenter aux gens ce qu'on va faire. Je pense qu'on fait comme la dernière fois, 30-35 minutes présentation et 30 minutes questions-réponses. Ouais, je pense qu'on va en faire en 1 heure, Ok, c'est bon. Parce qu'ensuite, ce parfait. sera tard pour tout le monde. Oui, très bien. Donc voilà, nous sommes les anciens étudiants de l'Institut national des télécommunications. On avait cette idée de, de faire une sorte chaque semaine, on fait un talk, c'est un talk technique ou bien un talk soft. Soft technique, c'est-à-dire tout ce qui est gestion de carrière et management. Aujourd'hui, nous sommes heureux de recevoir M. Marwan Debah, qui est directeur de recherche chez Huawei France, directeur de recherche de laboratoire algorithmique et mathématique, qui va nous parler aujourd'hui sur la 6G. Donc, on entend parler beaucoup de 5G aujourd'hui, mais là, on va parler de la 6G. Donc, je pense que c'est un sujet très, très intéressant. On le remercie tout d'abord d'avoir accepté notre invitation. Voilà, donc s'il vous plaît, on va faire une présentation en 30-35 minutes et puis vous pouvez poser vos questions sur le chat. Puis on va les poser après dans la session questions-réponses à M. Mohan qui va répondre sur vos questions en temps réel. Et si vous voulez après aussi, vous pouvez poser vos questions live avec Marwan. Donc voilà, s'il vous plaît, coupez vos mics aussi, c'est très important. Euh, donc voilà, on peut commencer. À toi l'honneur, monsieur Mohan. Voilà, donc bon, déjà, bonjour tout le monde. Je vais le faire en français. Je pense que si tout le monde est OK avec ça, bien sûr, s'il y a des questions, je pourrais répondre ensuite en anglais. Donc en fait, mon nom est Marwan Debah et donc la semaine dernière, j'avais fait également une présentation avec vous pour discuter un petit peu des carrières et également de comment orienter vos carrières et les questions que vous avez suite au choix que vous allez faire. Bien sûr, si vous avez des questions, vous pouvez toujours me les envoyer et je suis toujours disponible pour répondre aux questions. Aujourd'hui, ce sera plus technique et vous parler un petit peu de l'avenir et en particulier ce qui vous attend, disons, dans les prochaines 10 années. Alors, moi, en ce qui me concerne, donc, je suis directeur du laboratoire de mathématiques de Huawei. Je suis un spécialiste de la 4G, de la 5G aujourd'hui aussi et de la 6G. Et je travaille aussi beaucoup sur les domaines d'intelligence artificielle. Et aujourd'hui, je gère à peu près 200 personnes chez Huawei dans les différents domaines qui vont du network à l'IA et tout ce qui est wireless. Voilà. Donc, je suis également dans la recherche un des personnes qui a co-inventé, on dira, une technologie qui s'appelle le Massive MIMO, qui est une technologie clé dans la 5G. Et également, j'ai été un des premiers à avoir développé ce qu'on appelle les small cells, qui est une des technos phares au niveau de la 4G, mais qui n'a pas connu ce succès escompté malheureusement, mais peut-être qu'il va revenir après. Alors, commençons directement sur les propos de mon talk. Donc, il faut savoir qu'on est passé par ce qu'on appelle des générations, qu'on appelle un G. Donc, G veut dire génération. Et il faut savoir que vous êtes tous sensibles à une génération qu'on appelle la 2G. La 1G a existé, c'est une techno qui a été analogique. Mais la 2G a connu son âge d'or dans les années 90, en particulier grâce à une technologie qui s'appelle le GSM. Il faut bien différencier en fait ce qu'on appelle des générations des technologies. La génération, en général, c'est un prérequis. Et au sein d'une génération, il va y avoir plusieurs technologies qui répondent à ce prérequis. Donc la 2G, le prérequis qui a été demandé, c'est ce qu'on appelle la voix en mobilité. La voix sans mobilité, ça a existé d'ailleurs, c'est le DECT. Il y a plusieurs technos qui permettent de faire de la voix sans mobilité. Mais la voix en mobilité, c'est principalement le prérequis de la 2G. Et de ça, en 1987, c'est comme ça que ça a été défini, un certain nombre de technos sont apparus qui permettent de répondre à la 2G. Le GSM est la technologie qui est la plus connue, mais il faut savoir qu'aux États-Unis, par exemple, ils n'avaient pas de GSM.
ils avaient une technologie qui s'appelle IS-95. Et au Japon, c'est également le cas. Et donc, la 2G a vécu, et en général, une génération, c'est autour de 20 ans. Depuis 2010, il y a beaucoup de réseaux 2G qui commencent à s'éteindre. On ne les éteint pas complètement, je peux en parler, pour plusieurs raisons, qui sont principalement des problèmes économiques et pour lesquels il y a encore du business à faire sur la 2G. La 3G, le prérequis a été défini dans les années 95-96 avec une volonté de développer la 3G à l'horizon 2000-2020. Aujourd'hui, la 3G continue, mais il y a beaucoup de réseaux 3G qui commencent à basculer vers, grosso modo, d'autres types de réseaux en train de s'éteindre. Le prérequis de la 3G, les gens ne le savent pas, mais c'était au départ ce qu'on appelle de la visiophonie, pouvoir appeler et voir. Et les ingénieurs ont été assez intelligents pour transformer ce prérequis-là en fournissant de la data. D'accord ? En particulier avec des évolutions de la 3G qu'on appelle la 3G+, et la 3G++, à travers des technologies également très spécifiques qu'on appelle le HSPA et HSDPA. Je n'ai pas le temps d'en parler, mais si ça vous intéresse, on peut en discuter. Et bien sûr, un des succès de la 3G, en fournissant de la data, était un petit peu ce qu'on appelle l'Internet. Ça n'a pas été l'explosion de l'Internet avec la 3G, mais toujours est-il que comme on fournissait de la data, ça a été un gros changement de paradigme au niveau de la 3G. La 4G a été définie dans les années 2004-2005 jusqu'à 2008. J'ai été une des personnes très impliquées dans la définition, avec la volonté de fournir ce qu'on appelle de la mobilité pour l'Internet. Typiquement, avoir ce qu'on appelle une expérience ADSL sans fil en extérieur mobilité. C'est ça la 4G. Et de la 4G, bien sûr, tout comme la 3G, je ne l'ai pas dit, au fait, la 3G, il y a plusieurs technos qui ont permis d'avoir la 3G. Une des technos connues, c'est ce qu'on appelle le CDMA 2000. Mais il faut savoir qu'au niveau chinois, il y avait une techno qui s'appelle le TDD-CDMA, qui est proche, qui est très spécifique à la Chine, qui n'est pas déployé dans le monde. Le monde est principalement en mode FDD, pas en mode TDD. Et d'ailleurs, ça a été une des raisons pour lesquelles il y a eu deux groupes qui ont connu beaucoup de succès, parce que le mode TDD en 3G est extrêmement compliqué à mettre en œuvre. Les groupes tels que Nokia et Ericsson n'ont pas voulu s'aventurer à faire de la 3G chinoise. Et Huawei et ZTE ont été les boîtes qui se sont confrontées à ce domaine-là. Et globalement, ils ont réussi. Et ça a été une en fait, des percées de ces groupes-là qui a permis ensuite d'aller s'impliquer dans d'autres réseaux en dehors de la Chine qui sont plus faciles à mettre en œuvre. Il faut savoir que le FDD CDMA est beaucoup plus facile à mettre en œuvre que le TDD CDMA. Si je pourrais en parler si ça vous intéresse. Alors, en parlant de 4G, c'est une techno qui a été développée à l'horizon 2010-2030 avec cette volonté d'avoir mobilité en Internet. Alors, je ne rentre pas dans les spécifications en termes de débit, mais quand on définit les prérequis, là, je vous donne vraiment en général la façon dont c'est fait. Bien sûr, on a exactement les débits demandés, etc., etc. Et si vous voulez, je peux vous les donner avec les prérequis exacts. Pour la voix, par exemple, on demande un nombre d'utilisateurs par cellule, etc. D'accord ? Alors, sur la 4G, il faut savoir qu'il y a deux technos qui ont émergé. Une qui s'appelle le WiMAX. Le WiMAX, c'est de la 4G. Et le LTE. Il se trouve, il y a eu un débat énorme qu'il y a eu entre WiMAX, une guerre entre WiMAX et LTE. Et il se trouve que c'est le LTE qui a gagné. Et WiMAX n'a pas connu effectivement le succès escompté. Et il faut savoir qu'aujourd'hui, le WiMAX existe, mais quasiment personne ne l'implémente, pour plusieurs raisons également. Il y a des raisons historiques, il y a des raisons également de temps, mais je pourrais en parler, je connais très bien le sujet, si ça vous intéresse. En 2012, on se réunit également autour du table et on se dit qu'est-ce qu'on va faire après. Même chose, on définit des prérequis. Et cette fois, c'est la mobilité pour les objets, d'accord, ce qu'on appelle les objets connectés. Et la 5G a été définie dans ce texte-là avec une volonté de développer la 5G de 2020 à 2040. Alors, on n'a pas défini exactement juste les objets. Il y a en fait trois prérequis pour la 5G. Il y a premièrement une volonté d'avoir plus de débit que la 4G, un débit de l'ordre de 10 gigabits par seconde. La volonté d'avoir une connectivité massive pour l'Internet, pour les objets connectés. Et là, globalement, c'est 1 million d'objets par kilomètre carré. Et également la latence, qui est extrêmement importante, qui est une latence de l'ordre d'une milliseconde, principalement pour la voiture connectée, pour tout ce qui est également Smart City, lampadaire qui s'allume, qui s'éteint. Alors bien sûr, le sujet des objets étant tellement crucial avec un mélange de big data, qu'aujourd'hui, vous le voyez bien, ça crée une guerre un peu mondiale sur globalement le rôle de la 5G. Et aujourd'hui, bien sûr, la question se pose de la définition, puisqu'on est dans le bon timeline, de ce qui va se passer en 2030-2050. Et un des objectifs aujourd'hui de la 6G qui est discuté, c'est la volonté d'avoir la mobilité pour les machines. Quand on parle de machines, c'est en fait des machines intelligentes,
des machines dotées d'IA, c'est des robots que vous avez dans les usines qui se déplacent. La question qui se pose aujourd'hui, c'est à l'horizon 2030, mais principalement, on va dire 2035, parce qu'en général, quand on développe une techno en 2030, on déploie, ce n'est pas instantané. Le pic arrive plutôt en 2035, tout comme la 5G pour vous tous. On commence à voir ces déploiements cette année-là, mais le pic de la 5G vraiment sera autour de 2025, parce que c'est là où les réseaux vont être beaucoup plus nationaux. Là, les réseaux sont principalement dans des villes, typiquement Shanghai, etc. On n'a pas un réseau national 5G qui existe à l'heure actuelle. Et donc, cette 6G pour les objets et les machines est extrêmement important, plus qu'à l'horizon 2035, on voit bien qu'il y aura une floraison de machines dans les usines. Les voitures sont des machines, il faut savoir, c'est des machines intelligentes puisqu'elles vont commencer à être autonomes. Et tout ce qui sera autonome va effectivement être géré par la 6G. Alors bien sûr, la question qui se pose, c'est que quand vous avez aujourd'hui des réseaux dans lesquels vous avez en fait des terminaux qui sont bêtes et qui n'ont pas d'intelligence, la question qui se pose, c'est est-ce que par exemple l'Internet qu'on a aujourd'hui peut marcher pour les machines ? Puisqu'aujourd'hui, l'Internet, c'est principalement une adresse IP, mais il n'y a pas d'échange, il n'y a pas de discussion entre les différents terminaux qui sont connectés de l'Internet de manière intelligente. C'est les hommes qui sont à l'extrémité ou qui ont programmé l'aspect. Il n'y a pas effectivement d'autonomie dans le réseau. La question qui se pose, c'est qu'aujourd'hui, les réseaux qu'on a à 5G ne sont pas capables de fournir cette architecture qui permettra aux objets et aux machines, en particulier intelligentes, de se parler, et également que les humains puissent également parler avec ces machines. Donc, c'est tout ça qui est en jeu aujourd'hui à l'horizon 2030-2035. Et donc, la question, bien sûr, c'est comment développer des systèmes dans lesquels on aura beaucoup plus de réseaux de neurones développés au niveau et de l'AI dans les terminaux. Ces terminaux vont avoir en fait ce qu'on appelle des agents qui sont en fait des agents intelligents qui vont participer aux communications du réseau et qui vont négocier pour vous, qui vont parler pour vous. Et dans ce contexte-là, les contraintes de latence, de débit sont complètement différentes. Alors, toujours est-il, ça c'est un résumé rapide, là, on peut se poser la question, pourquoi on aurait besoin de la 6G ? Bon, on a besoin de la 6G parce qu'aujourd'hui, les réseaux 5G ont été spécifiquement designés pour les trois trucs dont je vous ai parlé, à savoir le débit plus rapide de 10 gigabits par seconde, cette connectivité massive pour l'IoT, l'Internet of Things, et le troisième, c'est bien sûr le problème de la latence. Mais à l'horizon 2035, on commence à voir la volonté d'avoir ce qu'on appelle des hologrammes. Et c'est ce qu'on appelle des expériences immersives. Et aujourd'hui, les débits requis par une expérience hologramme ne permettent pas de gérer, effectivement, d'être gérés par la 5G. En particulier, une des approches que les gens veulent envisager, c'est tous les aspects e-learning avec l'hologramme de Einstein qui se balade chez vous et qui vous donne un cours de physique, ou le prof qui est devant vous directement à travers un hologramme qui vous donne le cours et donne le cours à tous les élèves. Deuxième, c'est les contextes haptiques. Haptique, ça veut dire grosso modo que quand vous êtes à une distance de très loin de votre interlocuteur, quand vous bougez votre main, de l'autre côté, il y a un objet qui bouge immédiatement. Et effectivement, cette volonté d'avoir ce contexte haptique et de dimension humaine qui permet en fait de la téléportation. Donc, on parle de téléportation, ça ne veut pas dire envoyer quelqu'un de l'autre côté, mais c'est envoyer ses sens. Et qu'envoyer les sens d'un point à un autre se fait avec des communications haptiques. D'accord ? Parce que pour me représenter à une distance, disons, de 1000 km, je n'ai pas besoin de me déplacer. Ce que vous avez besoin, c'est me reconstituer à 1000 km, donc faire une reconstitution 3D avec des hologrammes, et ensuite fournir tous les sens que j'ai, et donc arriver à les gérer et à les emmener à une distance de quasiment instantanée. Troisième aspect également que la 5G ne gère pas, c'est tous les aspects sensing et imaging. Aujourd'hui, les contextes de radiofréquence permettent de faire autre chose que des communications. On utilise énormément les ondes radio pour faire de la localisation. On utilise les ondes radio en termes de radar pour avoir effectivement les sens. Et on fait beaucoup aujourd'hui avec des ondes radio de l'imagerie, à savoir, grosso modo, reconstituer des immeubles avec ça. Et aujourd'hui, effectivement, le contexte qu'on a ne le permet pas pour la simple raison que les fréquences qu'on a ne sont pas compatibles avec ces spécificités-là. Plus vous montez en fréquence, il faut savoir, c'est de la physique, plus globalement votre longueur d'onde est petite et plus vous avez une résolution plus importante pour faire du sensing de votre environnement. Quatrième aspect également qui n'est pas géré par la 5G, c'est l'industrie 4.0 avec l'intelligence connectée. La 5G gère l'industrie 4.0, mais le fait que vous avez des robots au sein des usines qui doivent interagir avec les humains, ce n'est pas quelque chose qu'on sait faire aujourd'hui. Aujourd'hui, c'est soit les humains, soit les robots entre eux.
d'accord, et programmés. Mais des robots autonomes qui interagissent avec des humains, ce n'est pas quelque chose encore qu'on sait faire aujourd'hui. L'autre aspect, c'est également tout ce qui concerne les smart. Et dans les smart, il y a tout ce qui est smart city, urban life. La 5G a commencé à faire les choses comme il faut, mais il y a encore du boulot quand vous avez des robots. Autre aspect également qui est très important, c'est les choses qui nous arrivent rapidement d'ici 2035, à savoir la possibilité d'avoir des taxis volants, la possibilité d'avoir des objets qui se déplacent à une certaine altitude. Aujourd'hui, les réseaux ne sont pas du tout capables de gérer. On a essayé des techniques de type 3D beamforming, mais on n'arrive pas à gérer un trafic qui est au-delà du 2D. Et d'ailleurs, vous le voyez aujourd'hui, quand vous êtes dans un immeuble, parfois vous avez des problèmes de couverture pour la simple raison que le réseau n'a pas été fait pour essayer de couvrir l'étage numéro 495 d'un immeuble, par exemple. D'accord? J'exagère pour aller aussi haut, mais on a essayé de le faire avec du 3D beamforming, mais ça ne marche pas. Ensuite, l'autre aspect également sur lequel la 6G va jouer un rôle important, c'est tous les aspects de ce qu'on appelle l'AI distribué. Aujourd'hui, l'AI est extrêmement important, mais on a des bases distribuées et on a beaucoup d'entités qui essaient de communiquer entre elles de manière distribuée. Les latences requises pour faire de l'AI complètement distribuée, en particulier des algorithmes de federated learning, la 5G ne peut pas. Et le dernier point qui est très important sur lequel il y a un focus aujourd'hui, c'est comment résoudre le problème du green et du développement écologique, sachant que la 5G aujourd'hui, comme vous savez, est très critiquée mondialement pour différents aspects. En particulier, un de ces aspects, on a des gens qui détruisent des stations de base 5G un peu partout dans le monde, en disant bien sûr qu'il y a un problème de consommation, il y a un problème de rayonnement électromagnétique. Et un des objectifs de la 6G, c'est d'être écologiquement neutre en termes de transmission et d'assurer effectivement ce développement écologique. C'est quelque chose que la 5G n'a pas mis comme prérequis. Ça ne veut pas dire que la 5G a un souci électromagnétique, mais il faut qu'on arrive à prouver et donner les garanties nécessaires pour que les gens ne s'inquiètent plus de tous ces aspects-là. Alors, pour le faire, quels sont, parce que c'est ça qui vous intéresse, quels sont aujourd'hui les différents axes de recherche qui sont mis en œuvre qui permettent de résoudre ça? D'accord? Alors, au niveau des axes de recherche, j'en vois trois. D'accord? La première partie, c'est toute la partie que j'appellerais sensing, et cette capacité aujourd'hui que les chercheurs ont développée, qui est de vouloir utiliser les ondes électromagnétiques autrement que transmettre des bits. Le deuxième aspect, c'est effectivement cette connectivité massive qui est nécessaire et sur lequel aujourd'hui il y a une convergence entre le monde de la physique et le monde des télécoms. Et troisième, c'est la convergence du monde du calcul, de l'AI et du monde des télécoms. C'est les trois piliers sur lesquels aujourd'hui les gens voient la possibilité de répondre à l'ensemble des prérequis dont je parlais. Alors, sur la partie sensing, il faut savoir qu'aujourd'hui, les objets qui sont développés ont une perception beaucoup plus importante que les humains. Il faut savoir qu'aujourd'hui, l'ensemble des objets qu'on a permettent effectivement de récupérer de l'information grâce à une perception beaucoup plus importante. Aujourd'hui, un appareil photo est capable de discerner des objets de bien meilleure qualité que votre œil. Même chose, tous les objets arrivent à avoir une captation de toutes les données en termes de température, en termes de qualité de l'air, en termes de blood pressure. Et donc aujourd'hui, effectivement, l'ensemble des outils qu'on a aujourd'hui vont au-delà de la communication de simples bits. Alors, quels sont les aspects de sensing que les gens voient? Il y a deux aspects. Il y a premièrement l'aspect que j'appelle terminal. Et ça, c'est ce qu'on appelle le sensing au niveau du terminal. Et aujourd'hui, les développements que l'on voit, c'est principalement des développements d'utilisation électromagnétique pour faire du scan, par exemple, d'objets avec votre téléphone, arriver à immédiatement connaître la quantité et la qualité de la nourriture que vous mangez, mais également d'arriver à voir derrière un certain nombre d'objets et d'utiliser vraiment votre téléphone comme un scanner, d'accord, ou un radar. Vous avez également toute une logique aujourd'hui de développement d'infrastructure sensing avec la volonté d'utiliser effectivement les ondes électromagnétiques pour reconstituer complètement l'environnement 3D. Et tout ça est fait bien sûr grâce à des outils de big data et d'analytics qui permettent de faire de la classification pour faire ces objets-là. Alors bien sûr, pour le faire, je n'ai pas le temps d'en parler, ça demande de nouveaux systèmes de transmission, en particulier de forme d'onde. L'OFDM, par exemple, qui est une des technologies phares pour la 4G et à travers la New Radio, la 5G, n'est pas du tout compatible avec la possibilité de faire à la fois du sensing et des communications. D'accord? Et donc, il faut développer de nouveaux types d'ondes, de formes d'ondes, qui permettent de faire ça. D'accord? Qui ont des propriétés de type radar et qui permettent effectivement, à travers l'onde réfléchie, d'arriver à analyser. Et aujourd'hui, bien sûr, la communauté travaille sur à la fois faire ça au niveau réseau, ce que j'appelle
Sensing Assisted Network ou le Sensing Assisted Phi au niveau de la couche physique pour faire ces objets-là. Sachant que la localisation et tous ces aspects-là font partie de ce domaine-là qui est très important. Alors, pourquoi aujourd'hui, pas avant? Aujourd'hui et pas avant, pour une simple raison, c'est qu'on est arrivé aujourd'hui, après la 5G, à commencer à monter en fréquence. Et comme vous voyez aujourd'hui, les logiques qui sont discutées au niveau de la 6G sont principalement les bandes millimétriques et les bandes terahertz. Et comme je l'ai dit tout à l'heure, la faculté que vous avez en montant en bande passante est géniale. Pourquoi? Parce que premièrement, vous avez plus de bandes passantes, donc principalement une résolution plus importante. Et le fait que vous montiez en fréquence vous permet également de voir l'environnement avec une résolution beaucoup plus importante. Je vous rappelle que l'inverse de la fréquence à la vitesse de la lumière près, c'est la longueur d'onde. Et ça vous donne en fait la grille de lecture avec laquelle vous voyez votre environnement. Donc, si vous avez une longueur d'onde de 1 cm, vous arrivez à discerner des objets dans votre environnement que de l'ordre de 1 cm. Si vous avez une longueur d'onde du millimètre ou du nanomètre, vous arrivez à voir quasiment les molécules de votre environnement. Et donc, la volonté d'aller plus haut aux fréquences, au-delà du fait d'augmenter en débit, a une forte capacité aujourd'hui de pouvoir effectivement voir ce qu'un humain peut voir. Et donc, vous imaginez le potentiel si on commence à mettre l'ensemble de ces capteurs sur des robots qui ont la capacité de se mouvoir dans un environnement et de pouvoir communiquer dans cet environnement-là. Alors, bien sûr, un robot qui bouge dans cet environnement aujourd'hui déjà, c'est la voiture. La voiture, il faut rappeler, ce n'est rien d'autre qu'un smartphone sur 4 roues pour des gens qui font des télécoms. Et aujourd'hui, c'est bourré de lidar qui permettent à la voiture, en temps réel, de connaître quasiment tous les objets autour d'elle. D'accord? Et de pouvoir effectivement détecter les accidents et de prendre des décisions. Maintenant, vous pouvez aller à l'extrême, au lieu d'utiliser des lidars aux bandes millimétriques, mais d'aller sur des bandes beaucoup plus importantes, d'arriver à connaître la granularité de votre environnement de manière extrême. OK. Deuxième aspect très important, c'est la partie convergence, calcul et communication dont je parlais. Alors aujourd'hui, il faut savoir que ces 3 personnes-là qui ont eu le Turing Award sont des superstars au niveau mondial et ont été à l'origine en fait de la 3e révolution de l'IA. 3e révolution de l'IA, pour la simple raison que l'IA n'est pas quelque chose de nouveau, ça date d'un certain nombre d'années, en particulier des années 1956. Mais il se trouve qu'on a connu beaucoup d'hivers au niveau de l'IA, en particulier dû au fait qu'on n'avait pas le potentiel en termes de calcul pour le faire, et on n'avait pas également la logarithmique, qui est quelque chose qui est revenu dans les années 90 avec une architecture qu'on appelle le Deep Reinforcement Learning, le Deep Learning, à travers ces réseaux neuraux profonds, qui ont connu succès. Il faut savoir que ce n'est pas quelque chose de nouveau, c'est quelque chose qui est revenu maintenant, et une des raisons majeures pour laquelle c'est revenu, il faut le savoir, même si au niveau algorithmique, il y a eu des progrès, le plus grand progrès, c'est les capacités de calcul. Il faut savoir qu'aujourd'hui, il nous est plus facile aujourd'hui de faire des calculs avec du computing pour essayer d'inférer sur une mesure que de calculer cette mesure. Donc, typiquement, je vous donne un exemple. Prenons cet exemple que j'aime bien. Là, vous avez 2 images. Vous avez à droite une image de quelqu'un qui s'appelle Newton, que vous connaissez. Et à gauche, vous avez une image de ce qu'on appelle un tir balistique. Donc, un exercice classique au niveau terminal, au niveau bac, c'est de demander aux élèves avec quel angle il faut tirer la balle pour atteindre une distance de 100 mètres. Donc, si vous êtes un bon élève de terminale, vous connaissez les équations de Newton, vous les résolvez, vous arrivez à trouver l'angle θ avec lequel vous tirez. Une deuxième méthode qu'on peut utiliser quand on n'a pas accès à Newton, donc on n'a pas accès à un modèle, c'est tout simplement de tirer comme un fou et de mettre dans une base de données, première colonne distance, deuxième colonne angle. Et ce qu'on fait après, c'est très simple, c'est que la prochaine fois qu'on vous demande de tirer, vous allez regarder dans la base si la distance y est. Ça, c'est connu depuis très longtemps, ça s'appelle du data mining. Et si la distance y est, vous allez trouver l'angle avec lequel il faut tirer. En général, pour faire une recherche dans une base de données, vous n'allez pas chercher 1 mètre, 2 mètres jusqu'à 100 mètres. Vous allez clusteriser vos données. Et par exemple, si vous devez chercher 100 mètres, 100 mètres, c'est dans la classe, par exemple, 90, 110. Et en 2 coups, vous allez chercher. Il faut toujours faire des algorithmes intelligents. Là où on parle d'apprentissage ou de régression, pour être plus clair, c'est quand la distance n'est pas dans la base de données. Alors, si la distance n'est pas dans la base de données, mais vous avez quand même un nombre de distances assez important, vous allez faire un moyennage des distances existantes
D'accord? Donc, imaginez que 100 mètres n'est pas dans la base, mais vous avez 90 et 110. Et bien, vous allez dire 100, c'est entre 90 et 110. Et donc, l'angle de tir sera entre le l'angle de tir de 90 et l'angle de tir de 110. Et vous allez arriver à tirer. Donc, de manière assez rapide, je vous ai montré aujourd'hui que vous êtes capable aujourd'hui de remplacer les équations de Newton par des approches de machine learning. D'accord? Et donc, c'est assez fabuleux parce qu'aujourd'hui, on est capable de remplacer les équations de Maxwell. On est capable de remplacer l'ensemble des équations qu'on connaît, les modèles qu'on connaissait, par des approches de ce type-là. D'accord? Alors, ça semble être de la magie. Ça ne l'est pas. Et pourquoi? Parce que ça a certains inconvénients. Le premier inconvénient, bien sûr, que vous avez, c'est que quand vous faites vos tirs, eh ben, si vous avez tiré quand il fait beau, et le jour où on vous demande de tirer, donc vous avez fait votre apprentissage quand il faisait beau, il n'y avait pas de vent, et le jour où on vous demande de tirer, il y a du vent, ben, en fait, vous allez rater votre tir parce que tout ce que vous avez appris quand il faisait beau ne vous sert pas. D'accord? Donc, c'est un gros problème. C'est un problème parce que, grosso modo, ça consomme beaucoup ce genre de technique puisqu'il faut refaire l'expérience à chaque fois que les conditions ont changé. C'est un des gros problèmes qu'on a au niveau de l'IA aujourd'hui. Alors, bien sûr, on a des techniques de type transfer learning, je n'ai pas le temps d'en parler, qui permettent d'éviter ça, à savoir que quand vous avez appris quelque chose quand il fait beau, ben, vous n'allez pas réapprendre à partir de zéro. Vous allez accélérer votre apprentissage. Deuxième chose également qui est un peu compliquée, c'est qu'en général, on ne connaît pas les paramètres d'entrée et de sortie de notre apprentissage. Ici, je suis allé un peu vite, je vous ai dit qu'il y avait un mapping 1 à 1 entre la distance et l'angle. En fait, c'est faux. Il faut savoir qu'il vous faut également la vitesse initiale. Et ça, c'est un deuxième problème aujourd'hui des data scientists, c'est qu'on ne connaît pas en général quels sont les paramètres d'entrée et de sortie de ma boîte noire. D'accord? Alors, pourquoi je parle de boîte noire? Parce que bien sûr, dans le langage des gens qui travaillent autour de l'IA et du machine learning, on ne fait pas de la régression, on vous a simplifié la vie. On a une boîte noire où, avec des données, on entraîne la boîte noire, on fait en entrée distance, sortie angle. Une fois qu'on a bien entraîné la boîte noire, et bien la prochaine fois que vous avez une distance, vous la mettez à l'entrée, vous avez automatiquement l'angle qui sort. C'est un peu magique, mais en fait, l'algorithme dans la boîte noire fait exactement ce que je vous ai dit tout à l'heure, il va faire de la régression. D'accord? Il va essayer de trouver une façon de faire une continuité de votre fonction pour essayer d'inférer sur le paramètre. Alors, l'exemple que je vais donner, deuxième exemple, est extrêmement important parce que c'est un des gros problèmes aujourd'hui qu'on a des data scientists. C'est comme si aujourd'hui, vous êtes un data scientist dans une boîte qui fait de la médecine et vous avez le médecin qui débarque et vous dit, voilà, ben, vous avez l'ensemble des températures des patients, trouvez-moi ceux qui ont un cancer. C'est évident pour vous qu'il n'y a pas un mapping 1 à 1 entre température et cancer. Donc, vous allez demander au docteur, donnez-moi également une deuxième colonne qui est en fait les analyses de sang. Vous allez prendre les deux colonnes analyse de sang et température et vous allez voir si vous allez trouver des corrélations avec cancer. Ça ne marche pas. Vous allez rajouter une troisième colonne et ainsi de suite. Et vous voyez que c'est un boulot quand même très, très compliqué puisque vous n'allez pas comprendre exactement comment ça marche. Troisième également inconvénient de cette techno est que globalement, si vous avez appris à tirer sur la Terre, vous n'avez aucune notion de comment tirer sur la Lune. Pourquoi? Parce que vous êtes dans ce qu'on appelle du unknown. Et ça, c'est un des gros problèmes de l'IA, c'est ce qu'on appelle le problème de généralisation. L'IA aujourd'hui, avec les techniques qu'on connaît, ne permet pas de généraliser. Pourquoi? Parce qu'à partir des données, vous n'arrivez pas à découvrir aujourd'hui la gravité. Pourquoi? Parce que la gravité, c'est un invariant. Donc aujourd'hui, il y a beaucoup de recherches qui continuent. On espère trouver la solution à travers ce qu'on appelle les invariants topologiques. C'est des mathématiques assez compliquées et assez avancées. Mais toujours est-il que c'est un souci aujourd'hui et il faut avoir ça en tête. Mais une fois que vous avez compris ces trois limitations, je pense que vous avez vu la beauté de la technique parce que vous avez des scénarios qui existent dans les télécoms et ailleurs, dans lesquels on ne peut pas avoir accès à Newton. Et par contre, il faut avancer. Je vous donne un exemple. Si, disons, au XIIe siècle, vous deviez défendre la capitale Alger avec des gens qui vous envahissent, bah, si vous ne connaissiez pas Newton, il fallait quand même tirer des boulets de canon. Alors, comment on fait pour tirer des boulets de canon? Bah, c'est simple, on tire comme un malade. On a appris à tirer avec le boulet de canon sans connaître Newton. On a ensuite ce qu'on appelle des abacs. On a des bases de données. Et la prochaine fois qu'il y a l'ennemi qui vient et qui va envahir la capitale Alger avec ses bateaux, eh ben, vous savez quel est l'angle de tir que vous devez tirer avec votre boulet de canon quand il y a du vent, quand il fait beau, et ainsi de suite. Vous voyez ce que je veux dire? Donc, vous avez beaucoup de scénarios aujourd'hui, en particulier dans les télécoms, où on a une mauvaise compréhension de comment ça se passe. Et aujourd'hui, dans les télécoms, c'est le cas pour la simple raison qu'on a une très bonne connaissance d'une partie du réseau, mais on n'a pas une bonne connaissance de ce qu'on appelle du end-to-end, de bout en bout. En général, on connaît très bien la partie sans fil, on connaît très bien la partie paquet, mais quand je dois transmettre d'un point A à un point B de bout en bout, c'est assez compliqué. D'accord? Alors,
Les raisons pour lesquelles ça a connu un succès, il faut savoir ce genre d'approche, c'est principalement les gens qui font de la reconnaissance vocale. Alors, si vous étiez dans les années 80 à faire de la reconnaissance vocale, beaucoup de gens passaient du temps à modéliser comment la voix était émise en faisant de la biologie, et en particulier en essayant de modéliser le larynx, d'accord, avec un filtre, etc. Ça n'a jamais marché. Le jour où on s'est dit que la reconnaissance vocale, ce n'est pas un problème de modélisation du larynx, mais c'est un problème de classification. C'est un problème mathématique. Vous mesurez plein d'élocutions de gens. Et la prochaine fois qu'il y a une nouvelle élocution, ben vous allez comparer ça à la base existante et vous allez faire des corrélations et vous allez faire même de l'inférence et arriver ensuite à savoir ce qu'il a dit. D'accord? Et donc, ça a été un gros changement culturel dans la façon de faire les choses. Alors, un dernier exemple qui est également important pour moi, c'est les données. D'accord? Toutes ces techniques-là autour de l'IA, et j'en parlerai après pour nous, ne marchent pas sans les données. Or, les données, malheureusement, il y a un gros débat aujourd'hui qui n'est pas simple à résoudre, mais je ne veux pas rentrer dans cette question-là de données ou pas données. Ce qui est important, c'est juste essayer de comprendre en général bien les données que vous avez. Alors, je vous donne un exemple ici qui est assez connu dans le domaine des statistiques. Vous avez là un avion. Et les points rouges que vous avez, c'est les impacts de balles que cet avion avait lorsqu'il parcourait l'Europe et qu'il revenait dans sa base en Angleterre après ses bombardements. Et le commandeur de la base en Angleterre demandait à l'époque aux statisticiens, c'est les data scientists de l'époque, dites-moi où est-ce qu'il faut que je mette plus de métal pour renforcer l'avion. Alors bien sûr, les mathématiciens et statisticiens, ils ont répondu de manière claire, ils ont dit là où il y a plus de points rouges, c'est là qu'il faut que tu mettes plus de métal, et ils ont donné également la quantité de métal où il faut le mettre. Et puis les pilotes sont arrivés, ils ont dit non, c'est faux, il faut mettre il faut renforcer l'avion là où il n'y a pas de point rouge. D'accord? Alors ça paraît surprenant, mais ça ne l'est pas. Pourquoi? Parce qu'en fait, les avions qui ne revenaient pas sont exactement les avions qui ont été touchés dans les points qui sont blancs. D'accord? C'est ce qu'on appelle en fait les missing data. Donc vous, quand vous analysez des données, vous êtes obligé de connaître également le protocole, comment a été généré ces données-là. Donc il faut faire très attention quand vous avez des données. Si vous travaillez sur des données, vous allez tirer des conclusions qui sont complètement fausses. Il faut savoir d'où viennent ces données-là, s'il y a des données manquantes et comment ça a été passé. Alors aujourd'hui, le gros problème que vous avez, d'accord, c'est que pour avoir ces données-là, il faut ensuite consulter des boîtes qui vont vous donner ces données-là. Malheureusement, les boîtes ne vont pas vous donner les données, pas pour des questions de privacy. C'est principalement des questions en fait de protocole. Si je commence à vous expliquer comment les données ont été générées, je vais commencer à vous révéler beaucoup de choses sur ma boîte, et en particulier la propriété intellectuelle de ma boîte. Donc, je ne vais jamais vous donner mes données, parce que si je vous les donne comme ça, j'ai aucun problème, vous allez tirer de fausses conclusions. Si je veux que ce soit utile pour vous, il faut que je vous explique le protocole que j'ai mis en place pour générer ces données-là. Mais si je révèle le protocole que j'ai mis en place, dans ce cas-là, je perds même l'existence de ma boîte, parce que l'existence de ma boîte réside complètement dans la propriété intellectuelle que j'ai. Et donc, c'est un des gros problèmes qu'on a aujourd'hui de comment essayer de résoudre ça, qui n'est pas quelque chose de simple. Alors, là, c'est juste pour vous dire que l'IA n'était pas nouveau. Ça, c'est vous dire juste que l'IA, je l'avais dit tout à l'heure, date des années 56. Et aujourd'hui, connaît effectivement une explosion. Alors, ce slide, pour moi, est important parce que globalement, j'ai sauté deux slides, vu le temps qu'on a. C'est juste pour vous dire que les raisons aujourd'hui de l'IA ne sont pas vraiment liées au fait que vous avez beaucoup plus de data. Ce n'est pas lié forcément au fait que les algorithmes sont devenus de plus en plus puissants. Les algorithmes qu'on utilise aujourd'hui sont principalement des algorithmes des années 90. Il faut savoir qu'il y a eu très peu de progrès depuis les années 90. C'est principalement pour des raisons de calcul. Et aujourd'hui, il faut savoir que c'est quasiment gratuit la capacité de calcul qu'on a. Et au lieu de réfléchir, il est plus simple de calculer. D'accord? On n'a plus besoin effectivement de se taper des réflexions. Et aujourd'hui, bien sûr, les paradigmes qu'il y a en algorithmique essayent d'avancer. On a du mal aujourd'hui encore à faire avancer ces algorithmes-là. Je vous ai dit, par exemple, généraliser l'IA est un gros problème, la compréhension. Et aujourd'hui, vous voyez un petit peu tous les domaines qui sont en jeu pour essayer d'avancer autour de ça. Alors, là où par contre, au niveau télécom, ça devient très intéressant, c'est que l'IA, depuis un certain temps, était très centralisée, était très cloud. Aujourd'hui, on voit un certain nombre d'acteurs, Huawei en est un, qui commencent à faire ce qu'on appelle de l'IA distribuée. Et vous voyez aujourd'hui qu'un téléphone a aujourd'hui une très forte capacité de faire tourner de l'IA directement sur le téléphone. D'accord? Alors, c'est un changement de paradigme et c'est très important dans le réseau parce qu'aujourd'hui, dans les réseaux, la façon dont l'IA était vue et le cloud était vu,
ou disons les data centers, c'est de faire remonter toutes les données dans un nœud central. Aujourd'hui, on voit beaucoup plus de volonté de faire des trucs dans le edge. Alors, la raison est claire. Il y a plusieurs raisons pour lesquelles vous le faites. La première, c'est des questions de privacy. Beaucoup de gens ne veulent pas que leurs données se partent de chez eux et vont dans le cloud. Ils veulent que l'IA tourne directement et les conclusions tournent directement sur le téléphone. Deuxième, c'est des problèmes également de overload de network. Si vous commencez à faire transiter les données, ça vous coûte énormément en termes de flow. Et troisième, c'est des problèmes de couverture. Dans certains scénarios, vous n'êtes pas couvert. Et si vous n'êtes pas couvert, il faut que la machine continue à marcher, l'intelligence continue à tourner au niveau de votre mobile. Alors, au niveau architectural, et c'est un des gros paradigmes également de la 6G, ça change également la logique mobile AI. La mobile AI, aujourd'hui, était dans une logique où j'envoie tout dans le cloud, je traîne mon réseau, puis grosso modo, j'ai le résultat. Donc, si je prends par exemple une image, je veux prendre un appareil photo, je donne un exemple très simple. Si vous voulez prendre une photo, pendant longtemps, ce qui se passait, c'est que la photo était envoyée dans le cloud. Ensuite, globalement, on vous l'envoyait les paramètres que votre téléphone va optimiser en termes de zoom tout seul et vous prenez votre photo. Aujourd'hui, vous avez un modèle qui est upgradé sur votre téléphone et tout est appris directement sur votre téléphone. On n'a pas besoin, si vous voulez prendre une photo de quelqu'un, par exemple avec un certain teint, automatiquement votre téléphone sait quels sont les bons paramètres qu'il faut utiliser pour cette photo-là. D'accord ? Il va continuer à apprendre continuellement en fonction de la façon dont vous zoomez les bons paramètres pour le faire. D'accord ? Alors, la grosse question aujourd'hui qui existe, et bien sûr, au moment où vous avez cette IA pervasive, ça change complètement la façon dont les réseaux sont faits. Aujourd'hui, vous avez une station de base qui prend la décision, même pas, même plus haut que la station de base. Tout est remonté, vous avez un nœud central. Quand vous commencez à donner beaucoup plus d'intelligence au niveau des bords du réseau, vous avez beaucoup plus d'architecture en termes de signalisation qui se mettent en œuvre. Et aujourd'hui, vous avez plein d'algorithmes qui sont utilisés dans les logiques post-5G, en particulier les algorithmes d'IA distribués, de federated learning. Et aujourd'hui, la standardisation essaie de considérer ça pour des questions de signalisation que vous aurez dans ce domaine-là. Et là, vous avez par exemple le shift qu'on voit aujourd'hui arriver, qui est très important, de cette convergence. Vous avez à gauche quelque chose qui est très 4G, 5G, tout est centralisé, avec ici, bien sûr, comme vous voyez, une logique très différente de Cloud AI, de Edge AI, de Site AI, Terminal AI. Et ce qui n'est pas encore clair aujourd'hui dans les recherches, c'est quelles sont les interfaces qu'il faut mettre, combien il faut changer les discussions entre les différentes layers que vous voyez là, toutes les secondes, toutes les millisecondes, toutes les heures, les updates que vous devez faire, qu'est-ce qui s'échange, quels sont les modèles, puisqu'on ne change pas les données, on envoie les modèles. Et ça, c'est aussi une logique très différente dans la façon dont c'est fait. Je vous donne un exemple aujourd'hui. Dans les logiques de transmission, les gens essaient d'analyser la volonté de ne pas envoyer les données vers ma destination, mais envoyer le modèle que j'ai appris. D'accord ? Et ça, comme vous savez, c'est moins de données. Maintenant, passons au troisième point important qui m'intéresse, c'est effectivement cette volonté d'avoir plus de connexions de débit. Alors, je vous ai donné tout à l'heure un petit peu les logiques en termes des requirements et ce qu'on avait. Et comme je vous ai dit, si on prend par exemple l'hologramme parfait que vous pouvez avoir, c'est de l'ordre du terabit. La 5G vous donne du 10 gigabits. Vous n'êtes pas capable de faire ce qu'on appelle des hologrammes et de l'holoportation. Deuxième contexte également qui demande beaucoup de débit, c'est la voiture. La voiture, il faut savoir que c'est un smartphone avec 4 roues. Aujourd'hui, les voitures qui vont sortir dans l'année prochaine déjà sont des voitures dotées de 4 caméras. Ces 4 caméras streament online les données vers le cloud. Et aujourd'hui, une voiture typique avec 8 caméras, c'est à peu près 4 terabits de données par jour. Si vous avez beaucoup de voitures, vous imaginez le nombre de données qu'il vous faut dans un réseau. Alors bien sûr, pourquoi on met beaucoup de caméras sur les voitures? Ce n'est pas pour uniquement faire fonctionner la voiture de manière autonome, mais il y a beaucoup de logique aujourd'hui d'utiliser les caméras mobiles pour des questions de monitoring de la ville, pour des questions également d'applications sur lesquelles vous aurez des caméras qui bougent sans arrêt. Et le fait que vous avez des caméras qui bougent sans arrêt, vous pouvez avoir en temps réel une reconstitution de l'histoire de votre ville et vous arrivez à créer des plateformes derrière qui vont utiliser cette reconstitution. Donc vous, par exemple, vous voulez partir à 18 h et vous voulez savoir s'il y a du monde à la sortie de la poste à Alger. Vous aurez juste besoin de cliquer sur une plateforme et automatiquement la plateforme va identifier une voiture qui sera passée exactement à ce moment-là et vous dira effectivement s'il y a du monde à la poste ou non.
vous allez payer ce service-là à travers un subscription et ça vous permettra effectivement de savoir en temps réel s'il faut sortir, pas sortir, ainsi de suite. Vous voyez, il y a beaucoup de business models qui peuvent s'orienter autour de ce genre de choses qui se mettent en place. Alors, en termes de débit, pour le faire, comme je l'ai dit, ce n'est pas facile. Alors, les logiques aujourd'hui qui ont été utilisées, c'est principalement des logiques de Shannon de 1948. Et aujourd'hui, on voit bien qu'on a commencé à atteindre ces limites. Mais on voit qu'il y a eu un problème avec Shannon. Dans la logique Shannon, une des grosses différences que vous voyez avec ce que je mets en 2028, c'est qu'il n'y avait pas de mémoire. Ça veut dire quoi, il n'y a pas de mémoire? Ça veut dire que quand vous transmettez à quelqu'un, il a compris ce que vous dites et c'est fini. Par contre, quand vous avez de la mémoire, et aujourd'hui on a de la mémoire au niveau des transmetteurs-récepteurs, vous arrivez en fait à exploiter les données que vous avez transmises et vous arrivez à créer un contexte entre votre transmetteur-récepteur. Je m'explique. Quand vous êtes par exemple avec votre femme ou votre mari à la maison, ben, le fait que vous êtes ensemble, ben, il y a des choses que vous n'avez plus besoin de communiquer à votre partenaire. Pourquoi? Parce qu'il y a un contexte qui s'établit. Votre épouse, votre mari vous comprend dès que vous dites un mot, ce que vous vouliez dire. Vous n'avez pas besoin de tout lui dire. Il a déjà compris parce qu'il y a un contexte. Vous n'avez pas besoin de recommencer la transmission toujours depuis le début. Alors, si vous commencez à faire ça, bien sûr, vous commencez à construire ce qu'on appelle de la sémantique. Et c'est ce qu'on appelle des communications sémantiques parce que vous arrivez à créer un contexte. Et l'idée aujourd'hui, c'est que comme vous avez en fait de la mémoire dans les dispositifs, vous êtes capable de connaître un petit peu les contextes avec les différentes personnes que vous parlez et vous avez besoin de moins transmettre des données. C'est clair? Donc, c'est un vrai changement de paradigme sur lequel les gens travaillent aujourd'hui. Et pour les robots, c'est drastique. Deuxième changement de paradigme, c'est également la logique qu'on voit aujourd'hui à travers de nouveaux outils de physique, en particulier ce qu'on appelle les métasurfaces. Une des grosses logiques autour de la 5G a été ce qu'on appelle les antennes MIMO. La 6G aujourd'hui est vue à travers ce qu'on appelle les métasurfaces. Alors, ces métasurfaces, c'est quoi? C'est en fait des dispositifs assez impressionnants. Je ne sais plus si j'ai la photo, assez impressionnants, qui permettent en fait de changer la façon dont les ondes se propagent à travers leur réflexion. Et donc, vous avez en fait une reconfigurabilité assez impressionnante. Et cette reconfigurabilité, si vous avez par exemple lors d'une réflexion pas une bonne couverture, vous êtes capable de changer en fait de manière smart, reconfigurable et software directement la façon dont l'onde va réfléchir la transmission et atteindre votre objectif. Et donc ça, c'est un gros changement de paradigme. Et donc moi, j'y travaille de manière assez intense. Et aujourd'hui, on appelle ça également les surfaces reconfigurables. Et c'est en fait des surfaces avec des éléments que vous pouvez changer, qui peuvent se mettre sur des murs, et ça vous permet en fait de changer votre environnement. D'accord? Alors, même chose, par rapport à Shannon, c'est un grand changement, parce que dans la logique Shannon, si je reprends tout à l'heure, les gens, pour transmettre mieux, qu'est-ce qu'ils faisaient? Eh bien, soit ils changent le transmetteur, soit ils changent le récepteur. Vous améliorez le waveform, vous améliorez la façon de décoder. Mais si un jour on vous dit maintenant, vous êtes capable de changer votre environnement, d'accord? Alors, changer l'environnement, avant, il fallait faire bouger les tables, enlever le mur pour avoir une visibilité directe. Aujourd'hui, vous êtes capable d'avoir tous ces phénomènes-là à travers en fait des surfaces intelligentes qui changent la texture de l'environnement immédiatement en fonction de ce que vous voulez. Donc, c'est un vrai changement de paradigme. Et aujourd'hui, on le voit avec l'ensemble des publications qui sont faites dans ce domaine-là. Et ce domaine-là, c'est un domaine en fait des antennes et des surfaces intelligentes. Alors, bien sûr, cette volonté pour augmenter le débit de faire converger la physique et les télécoms n'est pas nouvelle. Il faut savoir qu'une des figures dans ce domaine est quelqu'un qui s'appelle Gabor, qui est très connu dans le domaine de l'hologramme et qui a été une des personnes qui a poussé effectivement la volonté que pour pouvoir augmenter encore les débits et déplacer Shannon, il faut arriver à changer les modèles de communication. Et vous devez changer le modèle de communication uniquement en changeant la physique dans la façon dont sont faites les choses. Revenons maintenant terre à terre, et je finirai par 3 slides rapides parce que j'ai pris beaucoup de temps. Les timelines. Aujourd'hui, on est au timeline de la 5G. Et encore, il faut savoir qu'aujourd'hui, le timeline de la 5G, c'est un timeline de ce qu'on appelle la phase 1 de la 5G. La phase 2 de la 5G est en phase de finalisation. Donc aujourd'hui, toutes les discussions que vous avez dans le monde, c'est principalement lié à la phase 1 et pas à la phase 2. Alors, c'est quoi la phase 1? La phase 1, c'est ce qu'on appelle le IMBB, qui est le Mobile Broadband. La 5G aujourd'hui ne peut vous fournir, si vous la déployez en Algérie ou ailleurs, que la partie débit. Elle ne vous fournit pas la latence, elle ne vous fournit pas du tout la connectivité massive. Celle-ci sera finalisée dans la phase 2,
qui va être finalisé à la fin de l'année. Donc, à partir de l'année prochaine, on pourra commencer de parler de la vraie 5G, dans le sens où, globalement, on pourra avoir des contextes de latence et de connectivité. Et encore, on est plutôt dans une logique 2022 pour avoir la vraie 5G. Donc ça, c'est important à comprendre. Les réseaux qui sont déployés aujourd'hui sont principalement des réseaux capacitifs qui permettent d'avoir plus de débit. Deuxième aspect également très important pour vous connaître, la majorité des réseaux 5G qui sont déployés dans le monde, et parce que c'est la phase 1 et parce qu'il y a une volonté de regarder que la capacité, sont des réseaux 5G qu'on appelle des réseaux non-standalone. Ça veut dire que vous utilisez le cœur de la 4G et vous changez uniquement les antennes et achetez des fréquences. D'accord? Pourquoi? Parce que vous n'avez pas besoin de changer le cœur si vous n'avez pas besoin de latence. Parce que qui dit latence, ça veut dire grosso modo qu'il faut rechanger l'architecture de comment l'information se balade. Si vous êtes uniquement intéressé par le débit, vous allez utiliser le même cœur de réseau de la 4G et uniquement changer les antennes. Ce qui veut dire que, par exemple, en Algérie, la 5G phase 1, tout comme ici en Europe, peut se déployer en quelques mois. En 2-3 mois, vous êtes capable de déployer la 5G globalement, pour la simple raison qu'il faut juste changer les antennes, acheter les fréquences, donc bon, il y a un boulot, et aussi peut-être ajouter un certain nombre de stations de base, parce que si vous achetez des fréquences qui ne sont pas bonnes, à savoir des fréquences hautes, il faut densifier un peu plus. D'accord? Mais cela dit, ça c'est important de comprendre, et donc la 5G va connaître une évolution. Là, c'est ce que je mets ici. En particulier, vous voyez ici, la 5G, tout comme la 4G, il faut savoir, la 4G a connu son évolution, et on a aujourd'hui des scénarios autour de la 4G qui évoluent. La 5G va connaître ses évolutions à travers ce qu'on appelle des releases. Mais ce qui m'intéresse moi aujourd'hui, c'est de vous parler de 6G, où vous voyez le timeline n'est pas vraiment en notre faveur. Je vous explique. Si je fais un peu de rétro-planning, la 6G, dans le cas idéal, doit être déployée en 2030. En fin 2026, il faut que l'ensemble des spécifications soient finies. Il faut que les spécifications débutent. Pourquoi? Parce que de 2026 en 2028, en général, on commence à faire les prototypes avec les spécifications. Et de 2028 à 2030, on commence à faire ce qu'on appelle des trials. Et ces trials permettent de remodifier les spécifications, comprendre un peu mieux. Et 2030, vous avez des vrais développements. De 2023, là vous voyez, à 2026, vous avez en fait ce qu'on appelle la partie study. Ça veut dire, grosso modo, l'ensemble des constructeurs viennent avec leurs solutions. Et puis, le standard commence à étudier quelles sont les solutions les plus pertinentes, qui marcheraient, qui ne marchent pas, et ainsi de suite. Et ce qui veut dire que la recherche en elle-même, qui doit être fournie au 3GPP pour que les study items débutent, c'est, vous voyez, mi-2023. Donc, globalement, là, on commence à arriver vers la fin de 2020. Il ne reste globalement que 2 ans et demi de recherche pour de la 6G. Ce qui veut dire que ce n'est pas aussi loin que ça. Il faut arriver à trouver des solutions disruptives d'ici 2 ans, parce qu'ensuite, ce n'est que du développement. On est comme dans les gens qui font de la médecine, que les gens qui font des médicaments. En général, le médicament, vous le trouvez rapidement. Mais entre médicaments et la certification de médicaments, on le voit aujourd'hui avec le Covid, ça vous prend 2 ans ou 3 ans avec tous les tests qu'il faut faire. Bon, là, on est encore un peu plus, ça vous donne une idée de ça. Alors, je finirai par ce transparent qui est le plus important, puisque la communauté a commencé à travailler sur déjà fournir ce qu'on appelle les KPI. KPI, ça veut dire Key Performance Indicator. Ça veut dire en fait, qu'est-ce qu'on veut avec tout ce que je vous ai expliqué tout à l'heure, avec cette vision que je vous ai expliquée de la 6G. Qu'est-ce qu'elle doit fournir? Eh bien, au vu de tout ce que je vous ai donné tout à l'heure, vous avez ici les nombres qui ont été définis autour de la 6G, dans lequel aujourd'hui, il commence à avoir un consensus. Le débit doit être de l'ordre de 1 Tbit. Il vous faut une capacité en termes de réseau 1000 fois plus importante que la 5G. Une localisation extrême de l'ordre du centimètre en indoor et du 50 cm en outdoor. Une latence beaucoup plus rapide, parce que là, on parle effectivement d'objets multi-agents. Avec un jitter, grosso modo, il n'y a pas quasiment de perte. Vous avez également toute la partie connectivité encore plus massive de 10 millions d'objets kilomètres carrés. La partie énergétique dont je vous ai parlé, qui est un enjeu très important si on veut que les gens acceptent encore une nouvelle génération. Et également une couverture beaucoup plus importante que l'on a connue aujourd'hui, de l'ordre de 67 dB, en raison de l'IoT et de la profondeur que vous avez. Voilà. Je terminerai uniquement par vous dire que le shift que je vous ai montré aujourd'hui, c'est principalement une volonté de shifter la connexion des humains vers la connexion des objets. Et là, on est en train de travailler sur
la connexion de l'intelligence. Comment connecter l'intelligence et les intelligences entre elles. OK, mon temps qui est fini, je peux répondre à vos questions. Merci Marwan pour cette présentation très intéressante et très riche à la fois. Donc voilà. Je pense que c'est le moment de passer aux questions-réponses. Nous avons plusieurs questions, je dirais. Pardon? Ouais, je Ouais. suis prêt à répondre. Ok, parfait. Donc nous avons plus que 10 questions. Nous allons nous essayer de répondre au maximum de questions, avec le temps bien sûr qu'on a. Je rappelle aussi que vous pouvez, pour les participants, c'est-à-dire poser votre question live si vous voulez. Donc, je commence par la première question qui était de la part de Monsieur Ahmed Roman, enseignant à l'Institut national de télécommunications. Monsieur Roman, si tu es là, tu peux poser ta question. Je ne sais pas s'il est là. OK, sinon je la pose. Donc, quels sont les outils les plus importants pour faire de la recherche et développement dans la 5G et 6G? Exemple, l'optimisation numérique, deep learning. Ouais, donc le traitement de signal est toujours là, il faut savoir. Donc, il vous faut une bonne base en traitement de signal. Il vous faut une bonne base en théorie de l'information. Ça, c'est très important. Il vous faut également une très bonne base en optime et en particulier tous les algorithmes d'optimisation stochastique. C'est très important. Il vous faut également une bonne base aujourd'hui, pas pour la 5G exactement, mais pour l'au-delà, autour du machine learning. Donc aujourd'hui, les demandes en télécom pour des gens qui sont spécialistes du machine learning sont devenues très importantes. Donc je pense que c'est les 4 aspects. Ensuite, si on veut avoir des outils dans des sous-domaines de ça, je dirais que l'optimisation combinatoire est extrêmement important. Vous avez également tout ce qui est également alors, tout ce qui est également matrice et calcul matriciel. Moi, je suis un spécialiste, par exemple, de la théorie des matrices aléatoires. C'est un domaine qui est très important. Mais déjà, il faut commencer à bien maîtriser tout ce qui est les outils de calcul matriciel, etc. Parce qu'on ne gère dans ce domaine-là que des problèmes de matrice à inverser, à régulariser et autour de ça. Voilà. Très bien, merci Marwan. J'ai une deuxième question ici de la part de Yacine Ikesh, enseignant à l'Institut national des télécommunications aussi. Je ne sais pas, Yacine, si tu veux poser ta question en direct ou bien si tu es à l'écoute. Oui. Oui, Oui. allez-y. Bonsoir. Merci, Monsieur Bonsoir. Marouane, Bonsoir. pour le Bonsoir. temps que vous avez consacré pour nous. Je pense que j'ai posé 2 questions. La première question, si le robot est intelligent, quelles fonctions sont nécessaires dans les réseaux 6G pour prendre en charge cette intelligence par rapport à un robot traditionnel dans la 5G? Ouais. Alors, c'est une bonne question. Aujourd'hui, dans les robots qu'on a ne sont pas des robots intelligents, c'est des robots programmés. C'est-à-dire qu'il y a un programme qui tourne, il y a des instructions qui sont données, et donc les logiques qui sont faites pour communiquer d'un robot à un autre robot, en général, c'est principalement des choses qui sont prédictibles, puisqu'on on les a codées. C'est, disons, if and else. C'est des boucles comme ça qui sont mises en œuvre. Et donc, if, si on a ça, on sait exactement ce qu'il faut faire. La logique de ces protocoles dont je parle, c'est ce qu'on appelle des protocoles liés à du multi-agent, où grosso modo, un terminal va décider lui-même de comment s'associer à quelle base et grosso modo, quel type de protocole il va utiliser. Il va construire son propre protocole. Et pour ça, globalement, c'est beaucoup plus ouvert. Ce qu'on peut définir aujourd'hui, c'est uniquement quand on a des robots intelligents, quel est le degré de latence qu'il faut pour échanger entre deux machines. Et aujourd'hui, on le voit, il y a quasiment presque pas de limite entre machines pour communiquer. C'est plus les humains. Puisque moi, je donne un exemple. Imagine que tu programmes une machine pour faire pour toi, aujourd'hui, des transactions et faire ce qu'on appelle du high frequency trading. Bon, aujourd'hui, un agent intelligent va faire du high frequency trading. Lui-même, il va décider quand est-ce qu'il va acheter des actions et quand est-ce qu'il va les vendre pour toi. Pourquoi? Parce qu'il connaît ton contexte. C'est comme ça un petit peu que les gens voient les choses à l'horizon 2035. C'est que tu as un agent qui va négocier pour toi
au niveau de la banque. Il va commencer à aller dans la bourse et acheter et vendre des actions à une vitesse hallucinante, beaucoup plus rapide que toi. Pourquoi? Mais il te connaît. Il sait que toi, par exemple, bah, c'est ce que tu ferais dans ce contexte-là, parce qu'il a appris auprès de toi à travers les données que tu as données. Donc ça, typiquement, ça te donne un exemple d'aujourd'hui de volonté de se dire comment on le fait. Deuxième aspect qui est très important, c'est que l'Internet qui a été conçu aujourd'hui, il y a deux problèmes. Premièrement, c'est un Internet qui était fait pour des terminaux fixes, pas mobiles. Donc, je te donne un exemple, c'est-à-dire l'ordinateur est fixe quelque part, il a une adresse IP. On a fait une évolution avec IPv6 pour essayer de développer de l'Internet avec un adressage plus important parce qu'on a vu en fait ce qu'on appelle l'IoT apparaître, l'Internet des objets. La question qui s'est posée pour l'Internet des objets, c'est ce qu'il faut que tu donnes une adresse physique à chaque objet. D'accord? Et donc ça a été un gros problème sur lequel IPv6 a essayé de résoudre. Là, ensuite, où on a des problèmes aujourd'hui, c'est que premièrement, sur ce contexte-là encore, je ne parle pas de 6G, sur l'IPv6, c'est qu'on a des problèmes de consommation. Un objet, tout simplement, il a une durée de vie 10 ans. Le protocole que tu dois lui mettre, il doit être aussi simple que possible, tu peux pas le faire. Mais là où ça devient intelligent pour ce que j'appelle la post 5G, voire 6G, c'est que l'objet maintenant, si lui-même a la capacité de discuter, de changer son adresse IP, de faire des choses, les fonctionnalités que tu avais développées dans l'Internet classique ne marchent pas. Et donc, le protocole ne marche pas. Voilà. Je ne sais pas, Yacine, si tu as répondu à ta question. Oui, merci. Merci. Très bien. Merci. Est-ce que tu as une deuxième question, c'est ça? C'est dans le même contexte, monsieur Marouane. C'était, puisque vous parlez des réseaux et de l'évolution des réseaux, j'ai posé la question suivante. Est-ce que dans le 6G, il y aura du network coding ou du NDN, Named Data Network? Ça, ce n'est pas encore sûr. Ce que je peux dire juste, c'est que le network coding aujourd'hui est envisagé pour le contexte satellitaire. Alors, ce qu'on sait, c'est que dans la 6G, il y aura du satellite. Pourquoi? Parce qu'une des discussions que je vais montrer au départ, c'est qu'on aura une couverture 3D de la Terre. Aujourd'hui, on a un gros contexte, c'est qu'on aura des flying terminals. Et la question qui se passe, c'est qu'il y aura des satellites qui vont couvrir la Terre. Il y aura une intégration entre le cellulaire et le satellite pour le faire. Ce qu'on n'a pas connu dans les réseaux cellulaires avant, où c'est deux choses distinctes. Ça veut dire que tu avais, je ne sais pas moi, Eutelsat ou d'autres compagnies comme ça qui opéraient les satellites. Et tu avais Orange, etc., qui opéraient le terrestre. Aujourd'hui, ce qui va se passer, c'est que je pense qu'il y aura une intégration des deux, une convergence qui va se mettre en œuvre pour essayer d'exploiter cette possibilité de faire effectivement de la couverture 3D. Mais quand je parle de couverture 3D, tu as aussi la couverture en mer. Hein. Aujourd'hui, il y a beaucoup de logique de ce qu'on appelle des bateaux autonomes. Des bateaux où il n'y a pas quelqu'un dans le bateau, d'accord, et qui vous fait déplacer dans votre croisière, etc. Et donc, cet également déploiement et couverture que vous devez avoir en mer est également un gros sujet aujourd'hui de discussion. Et donc, au niveau, comme le satellite apparaît, le network coding est en fait bien fait pour faire du codage réseau entre les satellites. Au niveau maintenant, disons, réseau classique cellulaire, aujourd'hui, on n'a pas encore vu le potentiel du network coding pour améliorer. Pourquoi? Parce qu'il est très lié à des architectures, par exemple type Butterfly. Donc, il faut vraiment que tu aies cette architecture très spécifique pour que tu puisses avoir les gains du network coding. Si maintenant, j'ai une architecture qui change sans arrêt dans la façon dont les nœuds sont positionnés spatialement, c'est un peu plus compliqué. Et aujourd'hui, on a encore des doutes. Ça ne veut pas dire que ça ne peut pas arriver, mais on en est aux prémices. Voilà. Très bien. Et concernant le NDN, monsieur Marouane? Oui, même chose. Aujourd'hui, il n'y a pas encore de volonté de pousser ça. Merci, monsieur Marouane. Très bien. Merci pour ta question. Merci pour ta réponse. On a une question ici de la part du Yacine Rémi, l'étudiant de l'Institut. Il te pose la question en disant des ressources libres pour avoir une bonne base sur les anciennes générations de G, 3G. Est-ce que tu peux leur répondre brièvement, Owen, s'il te plaît? Bonne question. Sinon, la meilleure, c'est qu'il m'envoie un email et je verrai. Enfin, il y a toujours des ressources. Ensuite, la question, c'est quel est le niveau de granularité qu'il veut. Est-ce qu'il veut des trucs très généraux qui expliquent pour un public général, un truc plus spécialiste? C'est ça plutôt. Donc, l'idéal, c'est qu'il m'envoie un email en me disant quel est plutôt le degré qu'il est. Enfin, le degré qu'il veut, c'est un degré plus
disons, de spécialistes ou juste comprendre en général ce que c'est. Très bien. Merci Marwan. Je pense Yacine, tu as entendu ce qu'a dit Marwan. Donc, tu peux lui envoyer un email en disant ce que tu Voilà. cherches précisément. Merci. Moi, Donc, nous avons c'est pas que ici… je veux pas, c'est qu'il y a beaucoup de bouquins. Et Oui, oui. chacun, ouais, le nombre de bouquins est énorme, et donc je pourrais lui balancer n'importe quel bouquin, mais je pense qu'il vaut mieux qu'il me précise un petit peu et je pourrais mieux orienter la réponse. Tu as tout à fait raison, bien sûr, bien sûr. Donc, nous avons une quatrième question ici de la part de Mehdi. Je ne sais pas, Mehdi, si tu veux poser ta question en direct ou bien je la pose si tu es à l'écoute. Donc, je pensais, il ne veut pas poser direct, je la pose direct. Et il te demande, is the teleportation based on quantum communication? And do you think is it possible to enhance this physical field? Je pense qu'il parle de la physique quantique. Ouais, non, en fait, téléportation n'est pas du tout liée à la physique quantique. Donc là, quand on parle de Ouais, téléportation, c'est pas que l'homme se déplace de A à B, on ne te déplace pas. Ce qui se passe, c'est simple, en fait, c'est que on a des caméras autour de toi et on reconstitue ton image en hologramme à une distance plus lointaine. Et donc ça, c'est faisable. Et d'ailleurs, c'est faisable aujourd'hui. Aujourd'hui, si tu as une bande passante en fibre optique, tu as dû voir déjà à la télé plein de fois des gens en hologramme. Hein. Même Jean-Luc Mélenchon, il a fait un talk à Paris, il était en hologramme à Lyon. Ça se fait sans problème. Donc, ce qui se passe, c'est qu'on déplace en fait l'objet, on déplace ta tête, etc., avec des images. On prend en fait un hologramme et on le déplace à une distance de 1000 km. Là où c'est un peu plus compliqué, c'est déplacer tes sens. À savoir, globalement, quand tu bouges ton bras, il faut que ça se bouge quasiment instantanément de l'autre côté, de telle façon qu'on n'ait pas de délai dans la communication. Qu'on déplace également le smell, comment tu sens, etc. Donc tout ça, c'est fait comment? On te bourre de capteurs là où tu es chez toi, plein de capteurs, des capteurs sensoriels de température, d'odeur, etc. Et à une certaine distance, on relâche ces odeurs, etc., avec bien sûr des modules chimiques, etc. Et ça, c'est possible. Le seul truc, c'est qu'il te faut une granularité, une précision extrême de tes positions de partout dans ton corps. Donc, il te faut une extrême localisation. Il te faut également ce qu'on appelle des communications haptiques, de telle façon qu'on ressent on ressent exactement ton touch à une certaine distance. Et ça, aujourd'hui, de mon point de vue, il n'y a rien qui ne l'empêche en fibre. Ça veut dire que si globalement, tu as beaucoup de capacités, on est capable de le faire. Ce qui est moins capable, c'est de le faire en wireless. Mais ça n'a rien à voir avec le quantique. Le quantique, c'est encore autre chose qui va peut-être venir après et qui est une autre façon de faire les choses. Voilà. très bien. Merci Marwan. Je pense qu'il y en a plusieurs questions. On essaie aussi d'être un petit peu rapide. C'est de la part de Siham Cohen. Siham Cohen, tu es là? Oh, non, je la pose alors. Est-ce que l'architecture des réseaux 6G a été dévoilée et sur quelle entité diffère-t-elle de l'architecture 5G pour donner tous ses avantages? Non. Alors, c'est une bonne question, heureusement, et encore heureusement, parce que si elle a été révélée, vous n'aurez rien à faire. Non. Aujourd'hui, ce qui est révélé, c'est ça. C'est ce qu'on appelle les KPIs. En tout cas, révélé, c'est ce qui est en train d'être discuté, d'être finalisé. Donc aujourd'hui, tout ce qu'on sait, c'est ce qu'on veut. Et donc, vous avez de la chance, parce que si c'était finalisé, il n'y aurait rien à faire. Et donc là, maintenant, vous avez, vous et l'ensemble de la communauté, 2 ans et demi pour proposer une architecture qui permettrait de le faire. Maintenant, dans les propositions, c'est ce que je montrais tout à l'heure, je ne sais pas si les gens voient mon transparent. Dans les propositions, vous voyez mon transparent? Oui. Voilà. Oui, Dans oui. les propositions, il y a effectivement ce que vous voyez ici, à savoir cette intégration du cloud, du network AI, avec différentes signalisations. Donc, ce n'est pas du tout un centralized avec un core network, avec des stations de base telles qu'on l'a connu, mais un truc beaucoup plus distribué que tu vois ici, avec beaucoup plus de edge computing, etc. Et donc ça, pour le moment, c'est proposé, je rappelle. Ça ne veut pas dire que c'est ça qui est acté, parce que les gens doivent encore comprendre tous les enjeux d'une architecture de ce type-là. Voilà. Très bien. Merci Marwan. Donc, nous avons une autre question.
Voilà, question numéro... Toc, toc, toc. 6 de la part de Yasser Dahou. Yasser, si tu veux poser ta question directe. Yeah. Thanks, Maran, for the talk. So my question is, so we've been talking about like deploying and using deep models and so on in your work. So I imagine those convolutional networks, they have been quite on images. They are based. Si je continue comme ça, bah, je... Allô? Sorry. On t'entend mal. Yasser. Mani? Et Yasser? Yeah, well, yeah, on t'entend là. Oh, ouais, je suis là. Oui. Okay, go ahead. So my question is related to this. So we've been talking about neural nets and so on. So these are basically, when applied on images, they're based on those key properties like stationarity and shift invariance and so on. So I'd imagine in your work, you are basically dealing with networks. So basically they are graphs, which are basically non-Euclidean spaces. So implying that you can't apply those neural nets and those kind of stuff because of the space, the manifold structure. So the question is how you are dealing with the problems like related to graph and those kind of stuff. So that's my first question. My second question is, so when applying AI on networks, so I imagine like when you've been like doing a lot of networks, so for example, let's say the routing networks. So basically like OSPF and those kind of algorithms, they are deterministic. So it means there is no notion of stochasticity, and like they are like they don't encode the probability distribution over the graph edges and the graph nodes. So when you say like using deep models and so on in the context of networks, so do you mean like having like a new algorithms replacing those deterministic algorithms in order to deal with networks in a different manner in terms of routing and those kind of stuff? Because like you said, like there'll be like a huge gap in data, which means that the operations will be like multiplied by, I don't know, 10 or 100 or some those kind of stuff, which means that the routing algorithms will be used like the number of operations, they will be used in the same manner. So this is my say. Yeah, so you're totally right. So this is some of the limitation today of the machine learning algorithms that we have. So on the second question, it's true. The majority of algorithms which are used today are based basically on existing architecture. So it does not mean, so I'm gonna separate the example which exists and what we're doing. So today, what exists is for a typical, let's say, person who wants to use machine learning algorithm, he will rely on TensorFlow or Apache, which are basically frameworks which are existing already and which are easy to use. Now, if you do that, this is true, then the architectures that they're implementing are mostly CNNs, DNNs, and basically then they are based on some assumptions which are IID assumptions on the data, typically the question of data being stationary and things like that. Said that, what people do in general to solve this issue, which is not the best way, well, they try to pre-process the data. So how you pre-process the data is that you put a mechanism on the data so that the assumptions of your deep neural networks are true. So, but then you do a semi-modeling in the sense that you will try either to cut your data into times where things are block stationary so that you can make it work. But then you make an assumption on the data saying, I know what is the coherence time of my system. And this is first, in any case, a mixture that is being done today. This is the first thing. Second thing that people also try to manage is basically to use also techniques where they try to mix models with the true data. And what they do is that they have a model, which they in general have as a simulator. They generate from this some data, and then they train the network based on that synthetic data. So with basically some, not the true assumption, meaning what would be the assumption of stationarity, as you say. And then they, on top of that, they have basically optimized the neural network.
And then they do what they call transfer learning. Once they have the right weights of initialization, they start putting this new data, which does not have the true characteristic. And then by this addition, you have a mixture which makes you not far off. But in any case, even in this example, this is not the right way to do stuff. So of course, now today, there's a bunch of nice papers. We're also working on that, on how to treat basically the data with very few assumptions you can make on it. Now, the whole story of these things is that you still need to make some few assumptions on it. We don't have the solution where you have no assumption and say, I have the data and my neural network works. You still need to have some few assumptions. And this is where basically you can miss things when you do that, because whatever assumptions you make, then it means that you are not doing pure AI, you're mixing a bit of your prior on it. And if you mix a bit of prior on it, if you are not totally right, then it's a big catastrophe. If you're right, then it's good for you. On the second thing on the graph, this is also true. However, there's a lot of work today. I can send you a couple of papers on basically graphs which basically change over time. And this is, of course, related to people who work on graph systems, which mostly come from companies like Facebook and companies like that, for which they have basically these social networks. And the question is basically the fact that they change and how you do with non-stationary graph, mobile graph, stuff like that. The big difference that we have with them and us is, in general, the changes in networks are much faster than you have in social networks. And so the question of basically also time and how fast it changes is an issue. But today there are some works, and this is already being used quite successful. So I can send you a couple of papers if you're interested in that. Yeah. So sorry, you mean like the make assumptions on? Yes, sir. Yeah. Please, tu peux, parce qu'en effet, nous sommes un petit peu pressés par le temps. On essaie de donner l'occasion à tout le monde pour poser leurs questions, parce qu'on a plus de 15 questions qui nous attendent. Donc, si tu as une question, Bria, très, très rapide, il n'y a pas de souci. Sinon, Thanks, Simran. Okay, then just send me your question by email and then I'll respond. Yeah, I will indeed, yeah. Okay. C'est ça. Marwan, vu qu'on est un petit peu serré par le temps, il y a plusieurs questions, vu que le sujet est très, très intéressant. Si tu veux, on essaye de regrouper les questions qui restent et que l'on voit. Je peux les répondre. Merci beaucoup. Merci. Donc, nous allons partir sur une question par personne. On passe à une 7e question de Monsieur Abdelrahman Lahbab, étudiant de l'Institut national de télécommunications. On lui dit que does 6G require a new radio interface or new numerology? Yes, it will. So we don't have the solution, but it will. For a simple reason is that the waveform typically that needs to be addressed in 6G are waveforms which can do communication and sensing. So the numerology that you have in OFDM is not fast enough. There's also many other reasons why you need to change basically the physical layer. But for the moment, we don't have the solution. Ok, merci Marwan. 8e question de la part de Samir Tarawi, s'il veut poser sa question directe. Non. Donc, Samir Tarawi dit en 5G, on parle de réseau cœur cloud natif. Quelle serait l'évolution côté cœur dans la 6G? Bonne question. Même chose, aujourd'hui, on ne sait pas. Puisque, comme je vous ai dit, aujourd'hui, ce qu'on sait, c'est ce qu'on veut aboutir comme performance et les portes sont ouvertes. Par contre, aujourd'hui, ce qu'on sait, c'est qu'il nous faut de toute façon beaucoup plus d'intelligence, de mémoire et de prise de décision au bord du réseau pour des questions de latence extrême. Et ça fait sens pour une simple raison qu'aujourd'hui, déjà dans la 5G, on a fait ce qu'on appelle du network slicing pour essayer de réduire la latence, mais on n'y est pas encore arrivé complètement. Et dans la 6G, c'est encore pire. Et la question qui va se passer, c'est qu'il y aura beaucoup plus de décisions du cœur du réseau qui vont être mises directement au bord du réseau. D'accord? Et ça, vous le voyez bien avec la vitesse de la lumière. Si vous avez une onde qui se propage, vous faites le calcul, vous avez une certaine distance de propagation et le temps que ça met. Si vous voulez réduire le temps, le meilleur moyen,
c'est de ramener l'ensemble des modèles, des calculs, etc., le plus proche de là où se passe la demande. Merci Marwan. Et je pense aussi il y a 2 autres questions, mais on essaie de les poser après par mail. Question 9, Yacine a déjà pour les poser. Donc, on parle à la question de M. Boudiaf Rachid, Network Engineer. Monsieur Boudiaf, est-ce que tu peux poser ta question en direct? Oui, merci. Merci, Marwan, pour la présentation. Je voulais juste savoir, bon, I got- On t'entend très mal, Monsieur Boudiaf. Oui, merci. Tu l'entends, Marwan? Très, très bas, très, très bas. Oui, oui, je pense, Il peut excusez-nous, se rapprocher je du dois... micro ou. Oui. Ouais. Bon, je pense qu'il a un petit problème dans le son, c'est pas grave. Je vais la poser. Is the 6G involve intent-based networks or it's something else? Thanks. So same thing. The answer is we don't know because basically intent-driven network, if that's what you say, IDN. Okay, sorry. So intent-driven network is something that has been pushed already in 5G. We still don't know if it will be something quite important for 6G because the same thing today, all the doors are open in the sense that no decision has been taken. I told you what matters, the decision on 6G for everybody will be taken end of 2026. Today, people are developing the technology and selling their work to hope to meet the KPIs. So whatever technology that can meet my last slide in terms of KPI, okay, my last slide in terms of KPI, sorry, it was here. My last slide in terms of KPI is going to be worth it, okay? Merci Marwan. On a une autre question de la part de Yacine Barti. Yacine, tu veux poser ta question directe? Oui, je vais la poser. Vous m'entendez là? Ouais, Oui, très bien. Allô? Oui. Oui, oui. Oui, so thank you so much, Marwan, for the talk. My question is, I will try to be as fast as I can, is how we moving massive shift where machine will communicate automatically with routing or switching protocol, or we just roll. J'entends très mal. Tu l'entends, Marwan? Non, également. Non. Également. Yacine, est-ce que tu peux répéter ta question sinon je la pose directement? J'entends très mal. Également. Donc, vu qu'on n'a pas beaucoup de temps, je vais essayer de la poser. How will AI, Intelligence Artificial Shape, how will intelligence artificial shape the future of networking protocol? Are we moving towards a massive shift where machine will communicate automatically without routing, switching protocol, or IA will just play the role of performance enhancer to existing solution? No, it's going to be a big shift because the idea is that we're developing basically networks which basically can evolve by themselves. So this has been there for many years, you have to know, but we were never able to make it happen. What I mean by evolving, let's say the following. Today, a network is either TDMA-based, FDMA-based, CDMA-based. So you have some specific protocols, but you don't have a learning machine which basically learns the best protocol in a given environment. And this is not just a question of enhancing, it's also a change in the way where you're doing something which basically adapts and learns what is the best feature. I give you an example. If you're a more physical layer, it is as if you have a terminal which understands that the environment is basically more line of sight, then he will use single carrier transmission. And whenever he understands that the environment is more like reflecting,
some kind of frequency selective, he will use OFDM. So basic and this is just a choice I'm talking here. But what we're aiming here is that you have machines which will create their own protocols. And this is a big difference because basically you have machines which learn the language with which they need to talk to each other and basically find what is the best language. Here, this is what I mean, the protocol they should connect and speak to. So this is a big change. If you write me an email, I can send you already a couple of papers where people have worked on this on the multiple access front and showcasing that you can build machines which learn by themselves what's the best multiple access scheme they can use. Parfait, parfait. Merci, Marwan. Donc, on passe à une autre question. Je ne sais pas, Marwan, tu veux 10 minutes, combien il te reste de temps avec nous, s'il vous plaît? Ouais, on fait encore 5 minutes, je pense, 5 minutes de questions. Ça ira? OK, parfait, parfait. Donc, on essaie de répondre à 2 questions, 3 questions maximum. On a une autre question ici de la part de Faïsa Hassan. Est-ce que vous avez entendu parler de la radio cognitive? Est-ce qu'il y a des futures études où il opte en faveur de l'utilisation de la radio cognitive dans la CG? Très bonne question. Alors, la radio cognitive ou la radio logicielle est un concept qui date des années 95 par quelqu'un qui s'appelle Joseph Mitola, qui a mis en œuvre l'idée d'avoir ce qu'on appelle une radio reconfigurable avec de l'intelligence. Le gros problème qu'il y a aujourd'hui encore avec… juste pour ton information, Faiza, c'est utilisé dans le domaine militaire, ce genre de radio, principalement dans les zones de combat, pour une simple raison que quand il y a un ennemi, il faut qu'on change de protocole assez souvent pour ne pas se faire détecter, d'accord, ne pas se faire brouiller. Le gros problème qu'on a avec ça, c'est que dès que tu commences à faire de la reconfigurabilité on the fly by software, ça consomme beaucoup. Et donc, on n'est pas encore arrivé… S'il vous plaît, pardonnez-moi de vous interrompre. S'il vous plaît, si votre explication serait en français, serait plus agréable. Si ça ne vous dérange pas. Oui, OK. Merci. Mais c'était en français. Je ne comprends pas. Je parlais en français, là, non? Je pense qu'elle parle des questions précédentes, Marwan. Ah, ok, d'accord, désolé. Okay. Ah, moi, je réponds quand quelqu'un me pose une question en anglais, je réponds en français. Désolé, je réponds en anglais. Quand il me pose en français, je réponds en français. Mais ok, je répondrai tout le temps en français. C'est juste voilà, que comme je pensais que… Okay. D'accord. Excusez-moi, Marwan, je l'apporte juste une précision. C'est par rapport, il a répondu, c'est par rapport à la personne qui a posé la question en anglais. Il a répondu en anglais, donc voilà. Merci, Marwan, beaucoup. Ouais, voilà. Mais il n'y a pas de souci. Si vous voulez que je réponde aux questions, toutes les questions en français, je réponds en français. Donc, toujours pour être clair, donc, cette radio logicielle ou radio cognitive est utilisée aujourd'hui dans le domaine militaire, mais les militaires n'ont pas de problème de consommation. C'est-à-dire qu'on peut utiliser un tank comme une radio logicielle. Dès qu'on commence à mettre ça au niveau du téléphone, ça pose un problème. Et d'ailleurs, aujourd'hui, pour les questions de reconfigurabilité de calcul, tu verras que, par exemple, les gens qui font de l'IA embarquée, c'est très en fait spécifique. On ne fait plus de ce qu'on appelle du General Purpose Unit, du calcul avec des GPU. Ce qu'on fait grosso modo, c'est ce qu'on appelle des NPU, des Neural Processing Units. Donc aujourd'hui, si tu prends un chipset d'un téléphone, tu as en fait un CPU, un GPU dedans et un ensemble de NPU qui font des calculs très spécifiques. Un NPU qui fait un Convolution Neural Network pour la photo, un qui fait pour la reconnaissance vocale et ainsi de suite. Donc, ce que je veux dire, c'est que le concept qui a été développé est un concept génial. Le seul problème qu'on a, c'est que, et c'est un gros problème aujourd'hui dans le domaine du computing, c'est que le General Reconfigurable Purpose, aujourd'hui, ne tient pas la route en termes de consommation. Et donc, on a du mal à le porter. Et en lui-même, d'un point de vue scientifique et d'un point de vue truc, ça marche, c'est génial. Donc, mon avis, c'est que pour la 6G, ça ne le fera pas, peut-être un jour la 7G. Sauf s'il y a des progrès assez importants qui sont faits dans la consommation et la reconfigurabilité on the fly. Parce que dès que tu commences à reconfigurer, à reflasher un téléphone pour changer un petit peu ces choses, automatiquement, tu consommes énormément. Voilà. Merci, Marwan. Je pense une dernière question, Marwan, et on arrête. Merci beaucoup. Hein. Ouais, on y va. De rien. OK. Merci. Donc, de la part de Sama Fillah, un junior
chez Huawei. Et te pose la question à Oussama. Est-ce que tu veux poser ta question directe, s'il te plaît? Donc, je pense qu'il ne peut pas. Oussama, il dit que est-ce que les autres technologies 2G, 3G, 4G, 5G vont disparaître avec le déploiement de la 6G? Alors, bonne question. Oui et non. Donc, oui, dans le sens où ça dépend des pays. Il faut savoir qu'aujourd'hui, les opérateurs ont beaucoup de pression pour faire ce qu'on appelle du refarming. Alors, pourquoi tu as envie d'éteindre la 2G? Pas parce que tu en as marre de la 2G, mais parce que les fréquences de la 2G, en particulier la bande 900 et la bande 1800, sont des bandes de fréquences qui ont de la valeur et que tu aimerais utiliser pour la 6G. Donc, pour les opérateurs qui ont des contraintes de bande passante, d'accord, ils voudront éteindre les générations d'avant. C'est principalement un enjeu économique de vouloir éteindre pour pouvoir réutiliser les fréquences et pouvoir faire ton déploiement comme il faut pour la 5G, 6G, en particulier si tu n'as pas acheté le spectre suffisant qu'il fallait. Maintenant, dans certains pays, on ne peut pas éteindre la 2G, on ne peut pas éteindre la 3G ou la 4G comme ça. Je m'explique. En France, par exemple, qui est quand même un pays très développé, on ne peut pas éteindre la 2G parce qu'on a beaucoup chaque année en France de visiteurs. La France va avoir à peu près 100 millions de visiteurs par an. Les visiteurs, quand ils viennent chaque année, ils font ce qu'on appelle du roaming. Et le roaming pour les opérateurs, c'est un jackpot, dans le sens où il y a beaucoup de pays, en particulier de l'Inde, etc., qui ont encore des téléphones 2G. Et donc, quand ils viennent en France, on les surfacture grâce au roaming. Et donc, si on éteint la 2G, ça va nous faire perdre beaucoup d'argent. Ça, c'est la première raison. Deuxième raison également, je prends par exemple le cas de la 2G, l'ensemble des lecteurs de cartes bancaires en France, donc quand tu payes avec ta carte bleue, c'est du GPRS. Le GPRS, c'est une évolution de la 2G. Donc, si tu décides d'éteindre la 2G comme ça, il faudrait aller voir l'ensemble des restaurants, tous les magasins, etc., et leur demander de changer leur lecteur bancaire pour passer à un lecteur bancaire qui est de la 4G ou 5G. Là, ça ne fait pas sens parce que c'est surdimensionner le système. Pourquoi tu vas demander à des vendeurs de changer un lecteur bancaire qui envoie des tweets pour remplacer avec un 4G qui est surdimensionné? Donc, en fait, ça dépend des pays. D'accord? Et ces contraintes-là. Donc, en fonction des pays. Mais ce qui est clair pour moi, c'est que la 3G va s'éteindre avant la 2G. Très bien, très bien. De manière assez paradoxale, la 3G va s'éteindre avant la 2G. Et puis, tu auras ensuite la 4G, 5G. Voilà. D'accord. Très bien, très bien. Merci beaucoup, Mohamed, Monsieur Mohamed plutôt. On arrive, je pense, à la fin de cette présentation et de cette session questions-réponses. Merci pour cette riche présentation. C'était comme la semaine passée, sur les soft skills. Tu étais avec nous 2 fois. Donc, nous avons le plaisir déjà de te recevoir déjà 2 fois. Donc, si tu as un dernier mot à dire aux participants. Écoutez, moi, je pense, bon là, je vous ai donné un petit peu la vision. Je pense que vous tous, vous tombez au bon moment, dans le sens où aujourd'hui, les portes sont complètement ouvertes de pousser vos idées, vos expériences que vous pourriez avoir. Dans le sens où aujourd'hui, la 6G, la présentation que je vous ai faite, c'est le up-to-date que vous pouvez avoir de ce qui se passe. Aujourd'hui, ce qu'on a, c'est les KPIs. Et donc aujourd'hui, n'importe quelle personne dans le monde qui serait capable de fournir une technologie qui répond à pas forcément tous, des prérequis que j'ai mis, c'est banco, il peut la vendre à un constructeur, etc. et la pousser. Donc, vous avez effectivement aujourd'hui une grosse chance. Vous êtes en avance. Le domaine n'est pas encore fermé. Il sera fermé dans 3-4 ans. Dans 3-4 ans, vous serez suiveur, dans le sens où la seule chose que vous pouvez faire dans 3-4 ans, c'est lire les livres qui existent et essayer de vous former à ce qui existe. Mais vous ne serez pas capable aujourd'hui de pousser un concept. Donc, pour les chercheurs et les gens qui sont là, vous avez cette opportunité-là et ça peut se faire qu'aujourd'hui. Voilà. Deuxième chose aussi qui est importante, vous avez aujourd'hui 2 domaines que j'ai montrés qui sont très importants, c'est la 6G et l'IA. Et ils vont jouer un rôle dans les 5 prochaines années. Donc, pour les jeunes qui sortent de l'INTIC, il est clair qu'il faut rapidement vous former et monter en gamme sur ces 2 domaines-là. Voilà.
Très bien, merci Marwan. Donc, je rappelle que vos questions, nous allons les envoyer à Monsieur Marwan. Bon, voilà, je parle des questions qui restent et il va nous répondre par mail. Et comme ça, on va vous faire un retour pour avoir des éclaircissements sur vos questions. Nous allons aussi partager le slide sur notre page Facebook et nous allons partager aussi le record de la session sur YouTube. Donc, voilà. Vous avez toutes les informations sur le chat concernant la chaîne Facebook et la chaîne YouTube. On vous remercie beaucoup et à la prochaine. Merci beaucoup, Monsieur Marwan. Merci à vous. Bon courage et nous attendons aussi une contribution d'autres intervenants qui veulent aussi nous rejoindre. N'hésitez pas à partager notre initiative. Voilà. Donc, Écoutez, merci d'avoir merci. organisé ça et j'espère qu'on aura l'occasion d'interagir plus souvent. Voilà, merci. يعطيكم صحة. يعطيك الصحة مروان. بارك الله فيك. السلام عليكم. شكرا جزيلا. الله يسعدك. سلام. Merci Fares, merci Marwan. Merci à vous Merci. tous. C'était vraiment très intéressant. Je vous remercie pour l'initiative. Inch'Allah, il y aura d'autres comme ça, Inch'Allah.